Radio Peloton. Radio Peloton. Bonjour à tous les fans de vélo, on va parler cyclisme évidemment avec Jean-Marc Guéra et Quentin Finet. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. On est sur Radio Peloton, on est là pour vous parler de Milan-San Remo, du Tour de Catalogne, on parlera même un peu du Tour de Bruges, Bruges et la Panne pour les plus anciens qui ne se sont pas encore mis au nouveau nom. Avant ça, qu'est-ce qu'on a retenu de la semaine écoulée, Quentin ? Moi j'ai envie de retenir les deux solos de Alex Segart. Le premier sur Nokere où il a échoué à 50 mètres près, rattrapé par Philipsen, et puis le lendemain il remet ça, il part en échappée avec Hagenès l'attaque, il le contre à 2 km de l'arrivée, il gagne tout seul, donc une super revanche, et je trouve que ça prouve aussi que le cyclisme belge est extrêmement riche dans sa profondeur, si on peut dire ça comme ça, et qu'il n'y a pas que les Remco, les Van Aert, les Dely et Philipsen dont on parle plus souvent. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une victoire acquise à ce point avec la tête et la tactique, parce que Hagenès est plus rapide que Segart, je pense, et il a eu l'intelligence de ne pas revenir trop vite sur lui, le laisser s'essouffler comme le peloton fait parfois avec une échappée. On dit parfois qu'il n'y a plus beaucoup de place pour la roublardise dans le vélo moderne et pour la tactique, et là je trouve qu'il a démonté le contraire en fait. Ouais. Jean-Marc, qu'est-ce que tu retiens de la semaine ? Il m'a fait un assist là. Parce que moi je retiens quand même la première victoire de la saison de Jasper Philipsen, parce que pour un sprinter de son envergure, je pense que c'est très important d'une fois en claquer une, comme on dit, et depuis le début de la saison, il était un peu en retrait. J'ai regardé ses résultats, il a fait 3 à Tirreno, 13 à Kuurne, 4 en Algarve, abandon au Nisbad, bref. C'était pas le Philipsen que l'on attendait. Alors certes, c'est pas la toute grande course, mais enfin, gagner pour un sprinter comme lui, c'est important. Et puis il y a Gant-Wevelgem qui arrive. Ouais, Philipsen, qui l'année passée à Nokere avait tout fait péter sur les secteurs pavés. Il était dans un autre état d'esprit. Il était là pour préparer son Remo. Il avait déjà des victoires au compteur. Cette année, on a vu qu'il était là pour gagner. On l'a pas vu de la course. Il a attendu la dernière ligne droite pour aller chercher son. Et ça fait du bien. Je pense que ça lui fait du bien. 2. J'ai une pensée pour Arnaud Dely, dont on attend toujours justement la première victoire. Tout le monde espérait Denain, et puis il a de nouveau été incroyablement malchanceux. Impossible de dire s'il aurait gagné, mais en tout cas, il a de nouveau été malchanceux. Ça, c'est un constat. Ouais. J'ajouterais un mot quand même sur le Lotte Kopecky. Évidemment. Important. Qui est très important. On pouvait lui laisser le bénéfice du doute. Jusque-là, elle avait dit qu'elle n'avait pas des très bonnes jambes au Strade Bianche. C'est vrai, au Newsblad, elle avait été malchanceuse. Ici, quand même, elle enchaîne Nokere et puis surtout Milan-San Remo avec autorité. Ouais. Ça marche plutôt bien pour les SD Works à Milan-San Remo. 2 éditions chez les filles, en tout cas récentes, et victoire de Wiebes et de Kopecky. Il ne lui manque plus que Liège-Bastogne-Liège pour avoir les 4 monuments féminins au compteur. Mais en 2027, il y aura la Lombardie en plus. Normalement, ce sera peut-être plus dur à aller chercher. Mais voilà, Lotte qui semble parti pour une belle saison des classiques. On passe au premier débat. Messieurs, on va se demander si Tadej Pogačar est un simple collectionneur ou un cannibale. Ce sera le thème de ce premier débat. Le premier quiz, combien de podiums vient d'enchaîner Pogačar sur les monuments ? À chaque fois qu'il y est, donc... À tout hasard, 24. Moi, je dirais 10. Alors, 10, c'est la bonne réponse si on ne tient pas compte des monuments sur lesquels il n'était pas. Donc 10, effectivement, oui. Mais par contre, le record qu'il a, c'est 8 d'affilée en participant à chaque monument, en n'en ratant aucun. Donc il avait raté Ronde des Roubaix en 2024, mais c'est vrai qu'avant ça, il avait aussi d'autres podiums à San Remo et au Lombardie 2023. Il avait abandonné Liège-Bastogne-Liège 2023, c'est là que sa série s'arrête quand on remonte le temps. Il dit qu'il ne reviendra pas à San Remo maintenant qu'il a gagné. Est-ce qu'on y croit ? Oui. Oui, parce que je pense qu'il se rend compte, et il s'est rendu compte, primo, que c'était sans doute la classique la plus compliquée à gagner pour lui, avec les qualités dont il dispose. Enfin, on va revenir sans doute sur l'incroyable scénario de cette année pour qu'il aille enfin la chercher. 2, j'ai lu ses déclarations et j'ai envie d'y croire. Donc, il nous a expliqué qu'il est venu 2 fois par semaine dans le Poggio, dans la Cipressa, que mentalement, ça lui a coûté. Et qu'en plus, le trafic italien, visiblement, lui a fait un peu beaucoup peur. Donc, je pense que maintenant qu'il l'a gagné, l'âge avançant, d'accord, il n'est pas très vieux, mais enfin quand même, il l'a gagné et je pense effectivement qu'il va la laisser à d'autres.
Ouais, il n'a plus grand-chose non plus à venir y gagner, je pense. Hein. C'est une course, on l'a vu encore ce week-end, qui est quand même particulièrement dangereuse, nerveuse. Wellens disait que ouais, c'est ça frotte parfois plus que sur des Flandriennes, c'est dire, dans la traversée d'Imperia notamment. Donc venir se planter là, juste avant ses grands objectifs pour les classiques, c'est un petit peu risqué. Et puis je pense pas que c'est le terrain le plus propice à la baston, comme on dit, comme il l'aime en tout cas. C'est pas là qu'on peut lancer des grandes manœuvres, des solos à 80 km de l'arrivée, comme il le fait sur l'Estradé. Donc c'était une course un peu contre nature pour lui. Je trouve qu'il a réussi à gagner. C'est déjà un incroyable exploit. Et maintenant, voilà, je pense qu'il a coché cette case. Il va passer à autre chose. Mais prenons 2 Belges spécialistes de classique qui ont toujours rêvé de gagner Milan-San Remo et qui n'ont jamais gagné. Bien sûr. Tom Boonen, Philippe Gilbert. Je sais que Boonen peut-être un peu moins, mais Philippe Gilbert, c'était une obsession de gagner Milan-San Remo. Il habitait Monaco pendant des années, il connaissait ça par cœur, il n'est jamais arrivé. Donc c'est la preuve que c'est pas si simple que ça, même si on est au top de sa forme. Il l'aurait gagné avec un Pogacar dans le peloton pour l'aider à dynamiter la course. Comme Pidcock a quand même été aidé d'une certaine façon par Pogacar. Alors avec Dessy, évidemment, on refait l'histoire. Est-ce que si à la place de Pidcock, c'est Gilbert, est-ce que Gilbert gagne ce sprint-là ? Sincèrement, moi je ne suis pas sûr. Parce que je pense que Pogacar a été particulièrement intelligent dans ce sprint. C'est-à-dire qu'il est parti juste 1 ou 2 secondes le bon moment. Parce que je pense s'il y a 20 mètres de plus, il est battu. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Jean. Non, je trouve on est là pour ça. Voilà. Je trouve qu'il est en tête à 500 mètres. Pour moi, là, il fait déjà une première erreur parce que Pidcock est dans sa roue et normalement idéalement placé pour le lancer. Et puis, je trouve qu'il lance assez tôt. Je pense qu'ici, il y a 10 ou 15 mètres de plus. Je suis quasiment sûr que Pidcock le saute. Et donc, peut-être qu'il a voulu, en fait, éviter le scénario où Pidcock, lui, allait vouloir favoriser un sprint court puisqu'il est plus explosif en théorie, en tout cas, que Pogacar. Mais je trouve pas qu'il a manœuvré de manière parfaite au niveau tactique, en tout cas. En tout cas, il était très puissant. Ah oui, ça c'est clair. Sur ce sprint. J'ai vu les stats de Vélone, là, je crois qu'il est à 1250 watts après presque 300 km de course, c'est dingue. Ouais. Il ne fera donc pas cette victoire à San Remo comme un certain Eddy Merckx. On est évidemment plus dans le même cyclisme. Moi j'aime bien la réflexion d'Eddy quand on lui dit. On dit toujours que c'est une loterie, Milan-San Remo, et lui dit toujours j'ai gagné 7 fois au loto. C'est ça. Ce qui évidemment n'arrive jamais. Mais à l'époque, Milan-San Remo était vraiment la classique de reprise. C'est-à-dire que celui qui avait fait un hiver sérieux, comme Eddy faisait, il était plus apte à gagner, au-delà de la qualité d'Eddy évidemment. Mais il y a toute une série de coureurs de l'époque d'Eddy qui venaient prendre des kilomètres en fait à Milan-San Remo. Ouais. Donc Eddy la domptait au sprint tout seul, en partant dans le Poggio, en partant avant. Mais si on met San Remo de côté, on peut déjà acter quand même que Pogacar, en termes de quantité, n'aura jamais le palmarès d'Eddy Merckx et que c'est pas là-dessus qu'on va juger si oui ou non il est le plus grand de tous les temps. La qualité, il est quand même bien parti pour s'en rapprocher. On en est, j'ai noté ça quelque part, à 18-11 dans les monuments en faveur d'Eddy Merckx, mais il vient d'égaler De Vlaeminck. Et on en est à 11-5 dans les grands tours. Pogacar ira un jour gagner la Vuelta, je pense que ça paraît évident, il veut la gagner au moins une fois, il l'a toujours pas à son palmarès. Qu'est-ce qui lui manque d'autre ? Paris-Roubaix, ça pourrait être réglé dans 3 semaines, ou peut-être un peu plus tard, un peu de patience. Rendez-vous le 12. Je pense que c'est ça, la date, j'ai pas la mémoire toujours. Et il lui manque quelque chose qu'Eddy Merckx n'a pas, c'est les Jeux Olympiques. Ouais. Et là, il puis aussi peut-être le record de maillot arc-en-ciel, ça pourrait être joli. Il a déjà 2 titres. On sait que cette année à Montréal, ça lui convient très bien. En Savoie, ce sera aussi le cas. À Abu Dhabi, il y a un peu le débat de savoir s'il y aura cette fameuse montagne artificielle. Normalement, ou pas. Non. Ils ont prétendu mais voilà. Mais imaginons donc je pense que le record de titres de champion du monde sur la course en ligne, c'est de 3 actuellement. Il y a plusieurs coureurs qui le détiennent. S'il est le seul à en avoir 4, ce serait quand même une fameuse marque. Je suis d'accord avec toi concernant les Jeux Olympiques et je ne l'entends jamais parler des Jeux Olympiques. Ouais. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas ça dans sa tête, parce qu'en général il parle de ses objectifs. Or moi je trouve que être champion olympique c'est quelque chose. Je pense que dans la carrière de Greg Van Avermaet, on va retenir essentiellement plus que Paris-Roubaix. Exactement, sa victoire aux Jeux Olympiques. C'est une course très particulière, c'est plus à l'instinct. Tu cours en équipe nationale, autrement dit, en principe t'as pas Del Toro, Narvaez et tout ça pour t'aider. Moi j'aimerais bien le voir en champion olympique, même si c'est quand même un maillot qu'on porte moins que celui de champion du monde. Ouais. On rappelle qu'il a raté les JO de Paris 2024 dans des circonstances un peu particulières en sortant du Tour de France. Il n'est pas venu. Mais il a fait du vélo à Paris, il avait posté une photo. Il y avait cette rumeur de boycott suite à l'annonce de l'élection. Un petit boycott parce que sa compagne n'avait pas été sélectionnée. Donc, voilà, mais
je pense que Eddy aurait bien aimé être champion olympique, sauf qu'il ne pouvait pas, puisqu'à l'époque, c'était réservé qu'aux amateurs, qu'il l'a fait une fois à Tokyo en 64. Je pense que ça ajouterait au palmarès de Pogačar de l'être au moins une fois. Ouais. On rappelle quand même qu'il y a une médaille olympique dans la famille Merckx, avec Axel. Athènes. J'ai regardé aussi pour le fun, qu'est-ce qui lui manque d'autre. J'ai été voir du côté des courses World Tour d'une semaine. Il en a 8 sur 12, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, il lui manque le Down Under, le Pays Basque, la Romandie, la Suisse, la Pologne, le René Tour, on t'attend Tadej, et Guangxi. Alors, je ne sais pas s'il ira pousser le côté collectionneur jusqu'à la Chine et à l'Australie. Je pense qu'il fait Suisse. Ouais. Donc voilà. On sera de moins. Si on veut pousser la collection jusqu'au bout, on peut s'attendre à le voir peut-être participer à ces courses-là plus facilement, même si je ne pense pas effectivement qu'il les fera toutes et qu'il ira s'embêter en fin de saison à Guangxi fin octobre, alors que généralement c'est une période aussi où il est assez fatigué mentalement et physiquement. Qu'est-ce qu'on retient d'autre pour revenir à Milan-San Remo? La chute, le show dans la Cipressa, le com de la Cipressa avec vent de face. D'abord, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de tout ce qui a été écrit avant? Le scénario était blindé, était bétonné. Cipressa, ça va accélérer, il va attaquer, etc. Et tout bascule juste avant le moment où ça doit se décider. Et là, sincèrement, c'est comme dans Mission Impossible. Si on avait rajouté la fameuse mèche musique, alors. Et la petite musique, et quand on voit Pogačar qui reprend son vélo jusqu'à l'arrivée, c'est un film. C'est vraiment hallucinant. On se demande si vraiment il va arriver au bout. Il les lâche un par un, sauf Pidcock, dont on peut parler d'ailleurs, parce que le garçon est quand même malheureux. À chaque fois qu'il peut en gagner une, il y a quand même un costaud devant lui. Et ce que je retiens, parce qu'on va sans doute en parler quand même, c'est Wout van Aert. Il chute en même temps que Pidcock. Il prend beaucoup plus de temps que Pidcock pour remonter. Pogačar, sur son vélo. Et il finit 3e. Ouais. Ça veut dire qu'il est quand même, entre guillemets, pas si loin que cela de Pogačar. Finalement, on peut regretter qu'on ne l'ait pas vu et qu'on n'ait pas vu qu'il revienne et qu'on ait un sprint à 3. Ouais. Tu penses, Quentin, que Van Aert aurait pu suivre Pogačar dans la Cipressa? J'ai pas le sentiment. Moi, ce qui me rassure, c'est sur la forme de Van Aert, c'est ce qui va arriver. Exactement. Notamment Paris-Roubaix, quand je vois la manière dont il est sorti sur une course de nouveau de près de 300 km et le trou qu'il a su faire directement et la manière dont il s'est rapproché des deux de Pidcock et de Pogačar, je trouve que c'est super encourageant pour la suite. Ouais. On s'était un peu inquiété suite à sa blessure à la cheville notamment, c'était pas très clair le niveau de sa condition, mais là c'est une preuve claire qu'il est bien et qu'il est bien sur les courses longues, les courses usantes, parce que des courses de plus de 250 km ça reste quelque chose qui est quand même encore cantonné à une certaine caste et Van Aert a montré qu'il en faisait toujours partie, je trouve. Oui, l'autre débat c'est est-ce que finalement la chute n'a pas indirectement aidé Pogačar parce que Van der Poel en a peut-être plus souffert que lui. Moi, j'ai le sentiment que Van der Poel avait vraiment mal à sa main. Là. J'ai revu les images un petit peu pour me faire une meilleure idée. On voit, en fait, quand il se met en danseuse, il se rassoit souvent très vite, ce qui n'est pas vraiment dans ses habitudes, sur les multiples attaques de Pogačar, notamment. Et puis, c'est quand même un coureur qui est toujours hyper élégant dans l'effort. On dit toujours que c'est un esthète. Et là, moi, je l'ai quand même rarement vu grimacer autant. J'ai cru au bluff, moi. Personnellement, avant le pied du Poggio, quand on le voit dans les roues grimacer, c'est pas un coureur qui a l'habitude de jouer à ce type de poker-là. Donc je pense vraiment que ça l'a handicapé et j'espère que ça ne va pas le gêner sur les monuments pavés qui arrivent dans les prochaines semaines. Oui, et on retient aussi quand même la 4e place d'un Danois qui s'est entraîné sur Home Trainer pendant des semaines avec un plâtre. Ouais. C'est un forçat de travail, ce gars, quand même. Ça veut dire qu'effectivement, il a bossé après sa chute. Et on l'avait mis sous un point d'interrogation, c'est sa participation assez classique, c'est-à-dire toutes celles qui arrivent, les Flandriennes. On peut le rajouter dans la liste. On peut le rajouter dans la liste des favoris outsiders pour Tour des Flandres et pour Roubaix. C'est quand même un champion. Mais c'est bien. Van Aert à niveau, Pedersen à niveau, c'est bien. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas, ce sera
peut-être pas qu'un duel. Ou on peut peut-être concocter une tactique différente pour essayer justement que ça ne soit pas un duel. Ouais, je me souviens de la victoire de Matthew Heyman, si je me trompe pas, devant Bonnen. Sur Paris-Roubaix, qui avait préparé son Paris-Roubaix sur home trainer. Donc, qui sait, peut-être que... Il a empêché Bonnen de gagner son 5e Roubaix. Mais peut-être que notre ami Pedersen va être un sérieux client pour ce qui arrive aussi. Ouais. On passe au deuxième débat. On va parler un peu d'Unibet Rose Rockets avec ce débat. Est-ce qu'ils vont être les dynamiteurs des classiques ? On les a déjà vus remporter 3 victoires cette saison contre 5 sur l'ensemble de l'année 2025. Combien de transferts ont-ils réalisé cet hiver, messieurs ? Beaucoup. Ils sont 30 dans l'effectif. 10, 12. C'est plus. Oui, ils ont tout changé. 15, 16. 15. Ouais. La moitié de l'équipe est de 2026. Donc effectivement, beaucoup de changements chez eux. Groenewegen qui arrive vraiment en leader. Alors je ne sais pas si on y croyait vraiment à ce transfert, mais en tout cas ça marche. Il y a une vraie motivation chez Groenewegen. On le sent, je dirais pas affûté, c'est peut-être pas le mot, mais plus musculeux que jamais, plus puissant que jamais. C'est lui qui porte l'équipe pour l'instant. Les 3 victoires viennent de lui. Si on l'enlève lui, il y a quelques accessibles de cubisme, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Victor Lafay, autre grande recrue de l'équipe, mais qu'on n'a pas encore vu à l'œuvre. Il a été malade une partie d'hiver, il devrait reprendre fin avril. Et on sait que la course qui lui tient à cœur, c'est la Flèche Wallonne. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense de cette équipe pour l'instant, Quentin ? Moi, je trouve qu'elle s'est bien renouvelée et je pense qu'elle a compris aussi que une invitation sur le Tour de France, ça ne dépendait pas que de l'image. Ils sont extrêmement habiles, je trouve, et très novateurs et très modernes dans la manière dont ils communiquent sur les réseaux sociaux notamment, mais sans vouloir retirer à ce qu'ils ont fait précédemment, évidemment. Là, voilà, ils ont compris qu'ils doivent franchir un pas aussi sur le plan sportif, sur une vraie identité sportive autour de cette équipe. Là, il y a Groenewegen, effectivement, qui marche très bien depuis le début de la saison, mais il y a aussi, surtout, je pense, Marcel Kittel qui est arrivé dans le staff, qui est important sans doute dans la manière dont le train est amené. Il y a Roger Ramond aussi qui est arrivé comme DS pour les classiques notamment. Donc c'est une équipe qui chaque année franchit un cap, et j'ai l'impression que Basti Thomas, le propriétaire de cette équipe, c'est un gars intelligent qui tire les leçons très vite de ce qui arrive à sa formation, et là il a compris vers quoi il devait aller, et les résultats suivent directement, quoi. Ouais. Jean-Marc, elle t'épate cette équipe en ce début de saison ? Mais moi j'aime bien regarder justement le début de saison, parce que c'est là qu'on peut voir les équipes désolé du terme, seconde zone, de voir qu'est-ce qu'elles ont dans le coco, qu'est-ce qu'elles ont, comme je dis, qu'est-ce qu'elles ont envie de montrer, quelle image ils ont envie de propager. Et effectivement, c'est une équipe sympathique. Ouais. Elle dégage une idée sympathique. De fait, sur les réseaux sociaux, ils sont très forts, mais c'est pas là qu'on gagne des courses. Mais c'est peut-être là qu'on gagne justement ce courant de sympathie autour d'une équipe. Donc ça, ils sont très forts. Je pense que la non-sélection pour le Tour les a déçus. Ils se sont effectivement rendus compte qu'ils ne sont pas français, et que donc c'est plus compliqué. Oui, il n'y a pas que la licence qui compte. Exactement, il n'y a pas que la licence qui compte. Et l'ASO a toujours privilégié les Français. On se souvient d'équipes improbables, Big Mat Aubert, RAGT, Sosa la Creuse, enfin bon, des équipes improbables qui parfois ont gagné une étape. Je le rappelle, Big Mat Aubert a gagné une étape en 96 avec Cyril Saugrin. Mais bon, ceci dit, ils sont Giro. Je pense que sur un grand tour comme celui-là, ils vont vouloir se montrer, justement pour montrer à ASO que ils sont pas là que pour suivre, mais aussi pour essayer d'avoir des résultats. Gagner, c'est compliqué, ça c'est clair, et que heureusement qu'ils ont un sprinter qui permet de faire le job. Mais je vais prendre un contre-exemple, Picnic en ce début de saison. Ouais. Catastrophique. C'est cata. Et la crainte, c'est que la saison, en gros, qu'ils aient donné le là de la saison avec ce début de compétition, de calendrier très, très compliqué, alors que Unibet a montré qu'on devrait compter avec eux. Je ne sais pas s'ils vont avoir 5 ou 10 victoires, mais je pense qu'on va les citer pendant la saison. Mais Picnic, il y a même un autre problème, je trouve, c'est que tous les gars qui partent de là surperforment dès qu'ils s'en vont. C'est un peu inquiétant. Ça donne quand même pas envie de signer chez eux, quoi. Quand on voit un Lund Andresen, c'est juste pour donner le contre-exemple de ce début de saison. Il y a une équipe
qui performe et il y a une équipe qui déforme, si je peux dire. Ouais. Et j'ai l'impression qu'Unibet, si on peut dire ça comme ça, il marche un petit peu dans les traces de Tudor, dans le sens où ils ont le même type d'évolution. Je trouve un effectif qui s'enrichit d'année en année. Et voilà, ils sont très perspicaces dans la manière dont ils doivent corriger leur noyau notamment. Et là, ici, peut-être, pourquoi pas, une première victoire World Tour dans les semaines qui viennent. Si je me trompe pas, Tudor, c'est arrivé sur un Paris-Nice et on avait vu par après que ça va enclencher pas mal de choses. Donc, souhaitons la même chose à l'équipe des Rockets. Ouais, c'est vrai que le parallèle est bon. C'était de Klein à Paris-Nice, donc un sprinter. La première victoire World Tour d'Unibet, elle pourrait arriver dès mercredi au Tour de Bruges, donc Bruges-La Panne, où Groenewegen devrait être l'un des favoris. On n'a pas encore vraiment la start list. On enregistre ce podcast lundi. Il pourrait quand même y avoir Philipsen, Lund Andresen. Je ne sais pas si Milan prévoit de venir à Bruges. Il y est déjà venu par le passé, mais en tout cas, Groenewegen, vu sa forme, ce sera un des favoris, ça c'est certain. Quelque chose à dire de plus sur cette équipe? Ça sera peut-être plus dur sur les vraies Flandriennes de se mettre en avant. Il faudra peut-être repasser par des échappées matinales, etc. pour se. Il y a des coureurs, je trouve, aussi dans leur agressivité en course, moi qui me plaisent bien, Kubik notamment. Et je trouve que c'est une équipe qui n'ose jamais, qui n'a pas peur, de prendre des risques. Donc ils essayent des choses et ça déstabilise parfois un petit peu justement les scénarios trop prévisibles ou trop écrits. Donc ils mettent du piment dans la course. Donc je trouve ça très positif. Ouais, Mathias Kopecky qui aussi, je trouve intéressant, qui pourrait se montrer dans les cas. Comme Quentin le disait, ils ont engagé Kittel. On voit le résultat avec Groenewegen, visiblement. Ils ont engagé Roger Hammond, ancien podium de Paris-Roubaix. Ouais. Ah, c'est jamais. Pourquoi et qu'il n'était pas dans une grosse équipe. Et puis s'il y a bien une grande classique où on peut réussir un résultat via l'échappée, en résistant le plus longtemps possible, en profitant... des équipiers qui sautent les uns après les autres dans le peloton à cause de crevaisons, de chutes, etc. C'est bien Roubaix. Je rappelle que la première participation de Tom Boonen à Paris-Roubaix sous le maillot à l'époque d'US Postal, il est dans l'échappée du matin et il finit 3e. On a vu ce que ça donnait après. Oui, on en parlait, c'est vrai que Lafay aussi, c'est leur deuxième recrue phare de l'hiver. C'est un coureur qui attend beaucoup des Ardennaises. Il a, je pense, un petit changement dans sa vie personnelle. Là, il s'est installé en Chine parce qu'il a rencontré une jeune fille qui vient de la région de Shanghai, je pense. Donc les déplacements sont un petit peu compliqués, mais s'il est au meilleur de sa forme, clairement, je crois qu'il peut viser des top 5, des top 10 sur la Flèche Wallonne et sur Liège-Bastogne-Liège, assurément. Ouais, et troisième recrue phare, Wout Poels. Bon, certes vieillissant, mais qui sur le Giro n'est pas à l'abri via une belle échappée d'aller en gagner une. Il l'a déjà fait ces dernières années. Ceci dit, il devient, comme tu le dis, c'est quand même plutôt un vétéran, mais sur les tours, l'important c'est la récupération. Et parfois, en troisième semaine, il y a des vainqueurs d'étapes surprenants parce qu'ils savent gérer justement ces 3 semaines. Et Poels, c'est peut-être un des coureurs du peloton qui a le plus gros boost pluie. Et il pleut souvent au Giro. Souvent de son succès sur Liège-Bastogne-Liège, c'est absolument abominable. Il n'est pas néerlandais pour rien. On passe au 3e débat. On va parler du Tour de Catalogne, évidemment. Remco Evenepoel face à un plateau XXL en Catalogne. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Ce sera la question de ce débat. À quand remonte, messieurs, sa dernière victoire à Remco dans un classement général d'une course sans contre-la-montre? Oula. Le Tour de Pologne? Alors ça, c'est en World Tour de Pologne 2020. Il y en a quand même eu une depuis qui n'est pas World Tour. C'était en 2022, le Tour de Norvège. Voilà, c'est quand même plutôt rare pour Remco de gagner un classement général quand il n'y a pas de chrono. Il n'y aura pas de chrono en Catalogne. Et tout le monde est là, à part Pogacar et Sexas, et dans les grandes lignes, et Del Toro, mais... Il y a quand même Almeida pour Emirates, quand on se souvient des statistiques d'Almeida l'année passée sur les courses d'une semaine. Almeida et Del Toro, c'est pas le même profil. Hein. C'est pas le même profil, mais je pense que Remco préfère Almeida à Del Toro, l'explosivité du... Oui, c'est vrai. On attend quoi de Remco cette semaine? Après un stage en altitude, on s'attend, et il le dit lui-même, à ce qu'il ait de meilleures jambes, forcément, que ce qu'il a montré à l'UAE Tour, Quentin. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui attendent une réponse, justement, sur ses progrès en haute montagne. Et il y aura 2 arrivées sur des pentes très longues. Il y a Valter 2000, là, j'ai regardé, c'est 11,4 km à 7,6%, avec des passages à plus de 10. Et alors, le col de Pal, ça, c'est 19,1 km à 6,8, aussi, avec des passages plus
sévères. Donc là, on est clairement dans des ascensions type Tour de France, quoi. Donc où est-ce qu'il va se situer par rapport à des mecs justement comme Gall, comme Vingegaard, pardon, qui sont plus typés grimpeurs. Et alors quel est l'apport justement de ce stage en altitude de quasiment 3 semaines à Tenerife? Il y a certains coureurs qui étaient déjà passés par cette case-là, contre qui s'étaient retrouvés sur le Tour. Lui ne l'était pas. Donc voilà, quel est son niveau de forme, quelle est son évolution depuis l'UAE Tour? Ça va être ça le grand point d'interrogation, je pense. Ouais, Jean-Marc. Oui, on est resté sur 2 images négatives de Remco à l'UAE Tour. C'est-à-dire que le voir lâcher aussitôt, et pas que par Del Toro, c'est ce que je dis toujours, il a été lâché par une dizaine de coureurs qui sont censés être en dessous de lui. Alors quand je lis les déclarations de Remco, il y a effectivement le stage, qui n'avait pas encore effectué en altitude. Et alors, il parle quand même assez régulièrement de la manière dont il s'entraîne. C'est-à-dire, c'est différent de ce qu'il faisait avant. Avant, il faisait beaucoup de volume. Maintenant, il fait des sorties plus courtes, mais avec davantage d'intensité. Ouais. Je pense qu'on en avait déjà parlé ici, je pense qu'il y a une adaptation quand même physique et physiologique, je pense, à un nouvel entraînement. Donc, est-ce que ça va fonctionner sur un Remco Evenepoel? Je l'espère, on va le voir, parce que là, le plateau est évidemment incroyable. Tu cites Vingegaard, mais il y a aussi Only, il y a aussi Almeida, il y a Ciccone, enfin, il y a du costaud. Et puis, il y a un type dans son équipe aussi, hein. Il y a Lipovic qui est là à un moment donné. Hindley, Daniel Felipe Martinez. À un moment donné, Lipovic, 3e du Tour de France, il va falloir qu'il montre qu'il est aussi fort, si pas plus fort que lui, pour qu'éventuellement au Tour de France, ce soit l'Allemand qui le tire et pas l'inverse. Ouais. Et Daniel Felipe Martinez vient quand même de faire 2e de Paris-Nice. C'est quand même pas rien. Donc il y a beaucoup de gens qui doivent avoir les dents assez longues chez Bora, à moins qu'on ait réussi à dire à Daniel Felipe Martinez, écoute, Paris-Nice, c'est pour toi. À partir de la Catalogne, tu te mets au service des deux autres. Ça aurait été intéressant d'être une petite souris justement dans ce stage à Tenerife et voir ce que Evenepoel et Lipovic se sont dit, comment est-ce qu'ils ont échangé, comment ils ont cohabité, comment le courant est passé entre eux. Ces 2 personnalités qui sont très différentes. Remco le reconnaissait lui-même. Lipovic est beaucoup plus discret. La personnalité de Remco est plus exubérante. Donc voilà, ces 2 tempéraments assez opposés. Comment est-ce qu'ils vont cohabiter en course aussi? Est-ce qu'ils vont avoir l'honnêteté de dire moi je suis pas bien, c'est priorité pour toi? Ça va vraiment être une semaine très intéressante, je pense. Oui, tu as cité Walter 2000 et La Molina. Il y aura aussi Keralt, l'avant-dernière étape. Au sommet, quand même, je n'ai plus les mensurations de la bosse sous les yeux, mais c'est quand même assez raide aussi, après à peu près 4000 mètres de dénivelé positif sur la journée. Il y a la dernière étape aussi à Barcelone, avec l'ascension de Montjuïc, qui sera une répétition générale de la 2e étape du Tour de France. Lyon est champion du monde. On a déjà vu Remco gagner cette étape. Oui, mais alors, quand on voit le plateau et qu'on vient de voir les numéros de Vingegaard à Paris-Nice, il faut bien avouer que quand on regarde tout le plateau, c'est celui qui a le plus montré. On rajoute Pidcock vient aussi. Hein. Pidcock est là aussi. Voilà, je suis curieux de voir ce que Vingegaard va faire. Est-ce qu'il va faire un coup pour gagner le Tour de Catalogne, ou est-ce qu'il va... Paris-Nice, il a remis les couches, pour bien montrer qu'il était là. Voilà, donc, et est-ce que Remco est capable de suivre Vingegaard sur un col comme celui-là? Si Vingegaard part à 10 bornes de l'arrivée, est-ce qu'il sait le suivre? C'est la grande question, parce que c'est là qu'on va savoir si il a encore un peu, passionnément, si je peux dire, de taf avant le Tour de France. Mais ils sont dans des logiques de préparation très différentes aussi. Donc moi je me demande où va en être Vingegaard exactement, parce que c'est vrai qu'il prépare le Giro. Donc est-ce qu'il n'est pas déjà dans une phase un petit peu descendante avant de retravailler justement pour le Giro, là où Remco lui vise les classiques ardennaises. Donc ça va être intéressant à voir vraiment. On a déjà dit plusieurs fois. On n'a pas encore parlé de Lenny Martinez, mais qui vient quand même de battre Vingegaard sur la dernière étape de Paris-Nice, qui devient de plus en plus consistant. On a l'impression, on l'a vu au Dauphiné l'année passée, être inexistant puis gagner la dernière étape. On l'a vu faire des coups comme ça. Il donne l'impression pour l'instant d'être capable d'enchaîner les très bonnes étapes. À Paris-Nice, il est un petit peu plombé par la journée de bordure qui lui convenait vraiment pas. Il a toujours un jour sans, je trouve, Martinez, sur des courses par étapes. Il est capable de trucs incroyables, et puis le lendemain, sans vraie explication, de passer complètement à côté de son sujet. Mais il a l'air confiant, en tout cas, sur l'idée de jouer les classements généraux cette saison. Pidcock sera là quand même aussi, avec le show qu'il vient de faire à San Remo, à Milan-Turin, où il a gagné de brillantes manières. Très intelligente, de nouveau. Est-ce que Pidcock peut se mêler à la bagarre? L'étape de la bosse, là, ça pourrait lui convenir. Les longs cols, ça va dépendre de la manière dont il va les aborder mentalement. Est-ce qu'il va vraiment vouloir aller pour le classement, ou est-ce qu'il va se dire, moi, je me concentre sur une étape. Je me concentre sur l'étape parce que ça, c'est la mienne.
Voilà, on est incapable de le dire aujourd'hui. Pidcock, il faut le rappeler aussi, vise les classiques ardennaises. Donc, est-ce qu'il va réussir à monter en forme jusque-là, un peu comme tu le disais avec Vingegaard par rapport au Giro? Ça fait quand même un petit moment qu'on le voit à l'œuvre aussi. Clairement. Qu'est-ce que ça va être, ces classiques ardennais? Si tout le monde arrive à niveau Pogačar, Remco Evenepoel, Sexas, Pidcock et tous les autres. Del Toro. On va avoir un feu d'artifice. Oui, au niveau belge, je pense un autre truc qui est intéressant, ça va être de voir comment Kian Uijtdebroeks va se comporter. Moi, j'ai suivi Milan-Turin la semaine dernière. C'est lui qui dynamite tout dans la dernière bosse. Après, peut-être qu'il fait des fautes tactiques, justement, de manque de maturité. Mais voilà, il y a eu un gros boulot de l'équipe Movistar. Il a enchaîné après. C'était sa première course on comprend qu'il y a une forme d'impatience quand même qu'il soit là. Mais justement, si on dit que si on s'extasie sur Pedersen 4e, à Milan-San Remo, je pense qu'on peut en dire de même pour Brooks. Parce que c'était une montée vraiment difficile avec une équipe Movistar vraiment hyper solide. Et puis après, il se fait avoir sur le dernier kilomètre, mais il a tenté quoi aussi. C'est bien parce que c'est quand même pas un spécialiste de course d'un jour. On sait qu'il vise les classiques ardennaises aussi cette année, donc rajoute-le à la liste. S'il a une grande feuille. On va prendre 2 feuilles, je pense, Jean-Marc. Mais ça promet. Oui, un certain Carapaz que Jean-Marc aime bien, donc je vais le lancer sur le sujet. Mais j'aime bien les coureurs offensifs et Carapaz, c'est un offensif pur. J'ai l'impression qu'il calcule à peu près jamais. La seule fois où il a calculé, c'est pour entuber Del Toro, pour utiliser au Giro l'année dernière, pour utiliser un terme sympathique. Mais bon, voilà, il est capable justement de coups, de partir. Et on l'a vu monter en forme pendant Tirreno, on l'a vu attaquer à Tirreno, tenter des choses. Il devrait quand même être encore meilleur sur ce Tour de Catalogne. O'Connor, on verra ce que ça donne. Félix Gall, Mikel Landa, qui est quand même débarrassé de Remco, dans quel état d'esprit il sera. C'est peut-être pas sa course fétiche, parce qu'il préfère encore le Tour du Pays Basque, mais la Catalogne, c'est quand même à domicile. Course en Espagne pour un Espagnol, ça reste toujours spécial, je pense. Rien à ajouter sur ce Tour de Catalogne, si ce n'est votre pronostic qui va l'emporter, messieurs? Honneur à Jean-Marc. Moi, je mets quand même Vingegaard parce que je pense qu'il va vouloir montrer au plateau qui est là que c'est avec lui qu'il va falloir compter aussi cette année. Le fameux duel à distance avec Pogačar pour dire toi t'as gagné ça, moi j'ai gagné ça. Ouais. Je suis d'accord avec Jean-Marc. Exactement la même analyse. Et j'avoue qu'il m'a impressionné à Paris-Nice. Je pensais qu'il allait faire un coup. Je prends le maillot et puis je gère. Ben non, il a voulu en remettre une. C'est du Vingegaard un peu plus... débridé, on va dire. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Un peu plus offensif, un peu moins calculateur. Il a retiré le frein. Tant mieux. Ouais. Pas de Remco, alors pas de victoire dans une course par étapes. Tu l'as dit toi-même. C'est trop compliqué. Tu l'as dit toi-même, pas de chrono. Pas de chrono. Et face à ce plateau-là, ça me semble compliqué. Bon, je vous demande un autre prono alors. Qui sera le premier des deux entre Remco et Lipovic au classement général dimanche soir? Ça, je crois Remco quand même. On est belge quand même. Remco. Sinon, on en parle lundi prochain. Voilà. On en parlera effectivement. Juste un nom que j'aimerais citer, c'est pas du tout pour la victoire au classement général, mais moi, je suis curieux de voir Léo Bisio. Plus personne ne parle de lui, on l'a vu vraiment très à l'aise autour de Burgos l'année passée, si vous vous souvenez. À la Vuelta, c'était un peu plus compliqué parce qu'il avait été malade, je pense, en début de course. C'est un gars qui est complètement dans l'ombre de Sexas chez Decathlon et qui, je pense, est un grand talent aussi. Donc, curieux de voir. Ils sont tous dans l'ombre de Sexas pendant toute la saison. Malheureusement, c'est pour ça que moi je suis content que parfois il n'est pas là, parce que la France, par exemple, peut parler d'autres coureurs français. Allez, quand on voit le début de saison de Romain Grégoire, de Lenny Martinez, on a l'impression que c'est Magnier. On a l'impression que ça passe au second plan, alors qu'ils sont là. Pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène. On parlera de tout ça lundi prochain, et puis forcément lundi prochain, on préfacera aussi le Tour des Flandres, ce qui s'annonce plutôt plaisant. À bientôt, messieurs. Radio Peloton.